Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent et rebonjour à ceux qui étaient déjà lors de la session précédente. Donc, je suis Arnaud Rantenier, je dirige l'appui aux entreprises et innovations au sein de l'Orient Technopole, un des deux organisateurs de cette matinale XXL organisée en partenariat avec Comémédia. Et je vais tout de suite laisser la parole à nos prochains intervenants qui vont vous parler des plateformes de commerce de proximité. Donc, Denis Saffré et Cyril Chaudoy qui vont parler de ce sujet hautement important actuellement. Voilà, je vous laisse la parole, messieurs. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Denis, ravi de te retrouver. Bonjour, ravi de te retrouver également. Très bien. Eh bien, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, l'intitulé de cette interview, de cette table ronde en quelque sorte, c'est qu'attendre des plateformes de commerce de proximité. Alors, tout d'abord, un petit mot sur vos deux hôtes, en quelque sorte. Denis Saffré, donc, qui est le fondateur de villeshopping.fr, qui est une plateforme de proximité qui a été créée en janvier 2016, d'abord à Châteaubriand, qui est son berceau, en quelque sorte, et qui s'est très rapidement étendu à Ancenis, Nord-sur-Erdre en 2017, et puis Redon en 2018. Aujourd'hui, cette plateforme recense à peu près 150 commerçants, et évidemment, Denis reviendra sur l'historique de cette plateforme, mais surtout sur ses chiffres à date et sur ce qu'elle propose. Pour ma part, je suis Cyril Chaudoy, je suis donc cofondateur de Talenco, qui est un cabinet spécialisé dans l'accompagnement des entreprises à la transformation. Évidemment, ça a longtemps été la transformation digitale depuis 2012 et jusqu'à il y a quelques années, puis ça s'est étendu sur la transformation RSE, transformation managériale. Et évidemment, vous en doutez, cette fracture numérique à laquelle nous avons été exposés entre les différents niveaux d'entreprise nous a amené à reprendre, je dirais, notre bâton de pèlerin sur le digital. À titre personnel, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les entreprises en conseil, marketing, communication et donc transformation digitale, vous l'avez compris. Et surtout, mon cheval de bataille, à titre plus personnel, c'est d'essayer d'émanciper le grand public comme le public professionnel de l'emprise des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft. Et évidemment, cette crise sanitaire, avec son impact sur le commerce de proximité, a fait prendre toute l'ampleur de l'hégémonie de ces GAFAM et d'Amazon en particulier. C'est notamment l'un des intérêts de ce sujet. Alors, si vous me permettez, pour cette brève introduction, je voulais poser l'intérêt ou les intérêts de ce sujet. Pour moi, ils sont au nombre de 3. D'abord, évidemment, il y a un sujet d'utilité sociale, c'est-à-dire à court terme, sauver des emplois. Cela fait des mois que l'on en parle, cela fait des mois que l'on sait que le commerce, et le commerce de proximité en particulier, souffrent de cette crise et souffrent surtout d'un état des lieux qui est assez critique, en ce sens que probablement le commerce de proximité n'a pas su faire sa transition digitale suffisamment tôt. Alors on vit une crise c'est une rupture, c'est un changement de ce que l'on appelle un cadre de réalité. C'est quoi ce cadre de réalité? C'est tout simplement qu'il y a de nouvelles règles qui ont été mises en place. Évidemment, les commerces ont fermé, certains ont réouvert, d'autres pas, le couvre-feu, etc. Donc il y a un cadre réglementaire qui est différent. Il y a aussi des besoins qui se sont exprimés différemment avec les périodes de confinement successifs. Les consommateurs ont exprimé leurs besoins d'une façon différente et les usages avec l'outil numérique et les écrans qui sont des interfaces entre le commerçant et le consommateur, les usages ont également changé. Donc, une crise, une rupture qui est arrivée comme ça de but en blanc et qui a provoqué de la casse d'une certaine manière. Et donc, il y a un intérêt social à très court terme, c'est celui de sauver les emplois liés au commerce de proximité. Deuxième intérêt, une utilité sociétale, cette fois-ci un peu plus dans un scope un peu plus large, si vous voulez. Évidemment, il faut sauver le commerce de proximité, mais le commerce de proximité est un maillon d'une chaîne, d'un écosystème économique beaucoup plus global, dans lequel on va retrouver également les producteurs, évidemment, et tout un tas d'intermédiaires qu'il convient aussi de sauver. Et donc, cet intérêt sociétal, c'est de s'intéresser à un marché dans son ensemble et surtout de considérer ce marché pour ce qu'il a de singulier, notre marché national, un marché et un tissu économique local, avec la singularité de son offre, de son savoir-faire, face à un marché mondialisé, libéralisé, qui arrive avec des plateformes telles Amazon ou d'autres,
et qui peuvent répondre à ce nouveau cadre de réalité, ces nouveaux règlements, ces nouveaux besoins, ces nouveaux usages du consommateur, mais qui viennent avec une espèce de standardisation de l'offre et de l'expérience client également. Et donc, c'est ce que moi j'appelle l'intérêt sociétal, c'est de pouvoir préserver cette singularité nationale et locale. Et donc, ça découle sur un troisième intérêt, qu'on n'aura pas le temps de traiter ce matin évidemment, mais qui est une notion d'utilité éthique, et cette fois-ci à plus long terme, puisqu'il s'agit de nourrir la réflexion de chacun et de chacune sur ces enjeux, quelque part de souveraineté nationale et pourquoi pas locale, face à une mondialisation des plateformes numériques qui viennent nous proposer leurs solutions. C'est ce que j'appelais donc les GAFAM en début d'intervention. Donc c'est pour ça que nous allons étudier ensemble avec Denis l'opportunité que présentent les plateformes de commerce de proximité. On va voir que ça n'est pas qu'une question d'outils, tout ça. C'est pas simplement une question de site web, de réseaux sociaux ou de plateformes. On va également voir que le premier intérêt que je citais tout à l'heure, donc cet intérêt social, est pour autant à très court terme celui qui vous intéresse probablement. Savoir comment doter votre business d'une présence numérique, et donc on va essayer d'y voir plus clair sur ces atouts des plateformes de commerce de proximité pour vous aider à prendre les bonnes décisions à très court terme. Alors rentrons tout de suite dans le pragmatique pour vous aider à choisir ce qu'il y a de mieux pour vous. Denis, peut-être qu'on peut commencer d'abord par une définition. Comment peut-on définir ces plateformes de proximité? Ouais, effectivement, comment on peut définir une plateforme de proximité? C'est effectivement déjà la première des questions à se poser. Les plateformes, elles peuvent être multiples. En tout cas, à quoi ça répond, premièrement, c'est le fait de réunir l'ensemble des commerçants d'un même territoire sur un site internet ou sur un portail. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, certaines plateformes vont pouvoir aller plus loin. C'est-à-dire qu'au-delà de présenter le paysage commercial d'une ville ou d'un territoire, on va pouvoir y proposer les activités, les horaires, bien sûr, pourquoi pas l'adresse, bien évidemment, pour que le client puisse se rendre en point de vente. Et on va pouvoir aller plus loin. Certaines plateformes vont plus loin. En tout cas, c'est ce qu'on fait, nous, chez Village Shopping. On présente le commerce en images pour déjà pouvoir projeter le client dans l'environnement du point de vente et aussi pouvoir lui permettre de découvrir ce qu'on peut trouver à l'intérieur de cette boutique, notamment quels produits peuvent-ils proposer, quel type de service. Si on est par exemple chez un coiffeur ou dans un institut de beauté, on va pouvoir présenter les cartes. Donc voilà, une plateforme de proximité, c'est la possibilité pour l'internaute, pour le citoyen, d'identifier quels sont les commerces proches de lui, sur son territoire, dans sa ville. D'accord, donc du coup, pour qu'on essaie de faire le parallèle avec la vie réelle, entre guillemets, dans le monde physique, est-ce qu'on peut comparer ça plutôt à, allez, je fais exprès, hein, mais à un annuaire, puisque tu dis ça permet d'identifier les commerces qui sont autour de lui et qui sont disponibles en ligne. Est-ce que ça se rapproche davantage plutôt d'une galerie marchande, un peu comme une grande vitrine dans laquelle on va retrouver toutes les autres petites vitrines, ou est-ce que ça se rapproche plutôt finalement d'un quartier, d'une rue commerçante dans laquelle on a l'habitude d'aller? Tu comparerais ça à quoi? Alors effectivement, tout ça est une question de vision. La plateforme de proximité, c'est d'abord et avant tout effectivement un annuaire. C'est comme ça en tout cas que c'est arrivé. On ne fait sur le numérique que dupliquer ce qui existait précédemment. C'est-à-dire qu'avant, on avait accès à des annuaires type page jaune, est arrivé le Minitel qui donnait accès à un peu plus d'informations, et aujourd'hui, on a le numérique qui nous permet bien évidemment d'accéder aux informations pratiques. Nous, notre vision chez Village Shopping, c'est d'aller beaucoup plus loin que de fournir les horaires et l'adresse. C'est bien déjà de permettre à l'internaute de découvrir le point de vente. Donc, nous, notre vision de la plateforme de proximité, de la plateforme locale de commerce, c'est effectivement la vision de la rue. Donc, comme je me promène dans la rue, je découvre les commerçants qui sont dans cette rue, je découvre les vitrines, j'ai la possibilité de faire finalement cette découverte depuis mon ordinateur ou mon smartphone pour découvrir les enseignes, découvrir les produits. On est vraiment, nous, dans cette vision, d'aller au-delà des informations pratiques pour déjà permettre à l'internaute, au citoyen, de découvrir le point de vente.
D'accord, donc oui, pardon. C'est intéressant ce que tu dis parce que du coup, je prends conscience d'une chose, c'est que bon, dans le parcours, ce qu'on appelle le parcours d'achat du client, on peut le voir de façon assez schématique avec deux points de départ. Soit j'ai un besoin spécifique, hein, j'ai besoin d'aller faire des courses, quoi. J'ai besoin d'acheter des fruits, des légumes, etc. Donc je me rends dans mon quartier et je vais chercher ces produits-là. Et j'achète ça, et puis je rentre, et puis c'est fini, ou éventuellement, il y a un petit peu d'achat d'impulsion. Soit je n'ai pas de besoin spécifique, mais je me balade un peu, en quelque sorte, et puis là, on est plutôt dans l'achat d'impulsion. Ce que l'on sait hein, sur Internet depuis très longtemps, c'est qu'on va plutôt chercher quand on a un besoin, on va chercher l'offre qui est présente, et cette offre a explosé avec Internet. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est exposé à la fois aux commerçants de proximité ou locaux, nationaux et les commerçants mondiaux, en quelque sorte. On prend l'offre la meilleure, hein, le meilleur produit, le meilleur prix, les meilleurs commentaires, les meilleurs avis, etc. Et il y a assez peu d'achats d'impulsion, si ce n'est l'achat qui est boosté en quelque sorte par la publicité. Là, ce que tu nous dis, c'est que finalement, quand on va aller sur une plateforme locale, on est peut-être tenté d'abord par un besoin au départ de notre parcours d'achat, mais on va bagnauder un peu en quelque sorte, on peut faire un peu du lèche-vitrine d'une certaine manière, un peu comme on le ferait dans la rue. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est ce à quoi, en tout cas, on souhaite aboutir. C'est ce qu'on souhaite proposer à travers la navigation de plateforme. Il y a aussi une chose importante, c'est que le positionnement, aussi bien dans la rue que sur Internet, est primordial. Il y a 3 règles dans le commerce, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Je l'apprends à personne. C'est exactement la même chose sur Internet. L'objet étant d'être positionné sur la première page de Google sur un mot-clé qui est lié à mon activité. Typiquement, quand on est sur un annuaire simple, on va avoir du mal à aller se positionner sur les premières pages de Google parce qu'on a finalement très peu de contenu. À l'intérieur de Village Shopping, d'une plateforme, on va travailler finalement un texte avec des mots-clés qui sont liés à l'activité du commerçant pour permettre de se positionner très clairement sur la page de Google et finalement répondre à une requête d'un internaute. Notre volonté chez Village Shopping, c'est pas d'inciter à taper Village Shopping dans Google pour visiter une plateforme, c'est plutôt d'être proactif sur une requête. Si je tape chaussures Redon, vêtements Redon, par exemple, notre objectif, c'est de positionner le plus haut possible un de nos clients pour rediriger l'internaute sur sa vitrine digitale et lui permettre de découvrir le point de vente et les produits qu'il propose. On va revenir sur ces spécificités-là, parce qu'effectivement, c'est extrêmement important pour l'audience aujourd'hui de comprendre comment on arrive sur sa propre vitrine, parce que bon, Village Shopping, c'est un intermédiaire, en tout cas c'est une plateforme, on l'a dit, donc c'est intéressant, mais ce qui intéresse nos amis commerçants, c'est de savoir concrètement comment ça marche et puis comment on arrive chez soi. Donc on reviendra sur ces points-là, c'est très important. Peut-être qu'on peut d'abord préciser une chose, c'est quels sont les prérequis pour aller sur une plateforme de commerce de proximité. C'est-à-dire, moi je suis commerçant, j'ai pas de site web, je me prends la crise sur la tête, c'est panique à bord, je ne sais pas comment maintenir le lien avec mes clients. Alors, on en a vu certains qui ont mis des panneaux sur leur vitrine avec leur mail éventuellement pour passer commande. Je pense notamment à des restaurants qui ont fait ça et on a une pensée pour nos amis restaurateurs qui trinquent vraiment méchamment. Mais je n'ai pas d'outils web. J'ai un ordinateur, ok, j'ai une connexion Internet, j'ai pas de compétences particulières. Je me pose la question, est-ce qu'il faut que je crée un site? Est-ce qu'il faut que j'aille tout de suite sur les réseaux sociaux si éventuellement j'ai un compte Instagram, Facebook, etc. Mais j'ai pas de connaissances particulières. Ça me semble technique, moi, d'aller me créer un site ou d'aller sur une plateforme. C'est quoi les prérequis? Ouais, effectivement, les prérequis, ils sont pas énormes finalement. À partir du moment où je maîtrise les réseaux sociaux et le smartphone, j'ai capacité à digitaliser ma boutique, mon point de vente. Les premiers niveaux, je pense, c'est déjà d'utiliser les outils qui sont gratuits parce qu'il en existe. Je vais penser notamment au Google My Business, qui est un outil proposé par Google et qui permet à chaque commerçant de créer sa fiche dans lequel il va bien sûr renseigner son nom, son adresse, son numéro de téléphone, mais il va aussi pouvoir intégrer des photos déjà de son point de vente, et pourquoi pas aussi intégrer quelques photos de produits ou des cartes de service qu'il propose. Ça, c'est un niveau qui est complètement gratuit. Il suffit au commerçant de taper le nom de son enseigne dans Google,
Et très souvent, Google a déjà référencé le commerce et Google nous invite finalement à prendre la main sur cette fiche pour la renseigner et la compléter. Et une fois que j'ai pris la main sur cet outil, je suis le seul à pouvoir ajouter des données. Donc là, on est vraiment sur un niveau simple d'acquisition, j'ai envie de dire, puisque une fois qu'on a validé l'accès à Google My Business, je vais avoir des champs à remplir qui sont mon nom, mon adresse. Oui, comme un formulaire. Voilà. Comme un formulaire classique quand on s'inscrit à une newsletter, quoi. C'est pas plus compliqué que ça. C'est important de le dire. Des photos comme je le ferais sur Facebook, quoi, tout à fait. Ouais. Merci de le dire, Denis, parce que c'est très important de le dire. C'est très fair play parce que toi, évidemment, tu représentes une plateforme. Mais le b.a.-ba, c'est quand même d'être présent dans le moteur de recherche utilisé par tous les Français. C'est Google. Google offre un service qui est Google My Business. Évidemment, on sait aussi que l'acte d'achat et le parcours d'achat dont je parlais tout à l'heure, il se fait de plus en plus en mobilité. Et donc, en mobilité et géolocalisé, ça veut dire que concrètement, quand j'ai besoin d'acheter un bouquet de fleurs ou une botte de poireaux, je suis sur mon téléphone mobile et je tape botte de poireaux, c'est évidemment caricatural, plus le nom de ma ville, et c'est là que les magasins vont émerger. Vous devez être sur Google My Business, même si évidemment on est encore sur une plateforme d'un des GAFAM. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer, donc c'est un prérequis. Maintenant, quels sont les prérequis en termes de compétences techniques quand on veut aller sur une plateforme de proximité comme la tienne? Est-ce que j'ai besoin d'avoir des connaissances? Est-ce que je dois savoir développer du site web, coder? Est-ce que je dois être graphiste? Ou est-ce que, au contraire, monsieur et madame tout le monde peuvent y aller? Alors là, ça va demander un petit peu plus de travail finalement. Il va falloir un peu plus benchmarker pour le commerçant. Déjà en identifiant quelles sont les plateformes de proximité qui sont à sa disposition. Est-ce que j'ai des plateformes locales qui sont développées et quel type de service elles proposent. Dans les plateformes de proximité, on va avoir celles où le commerçant est autonome dans la gestion de son espace à l'intérieur de cette plateforme. Donc, à lui d'aller renseigner ses horaires, à lui d'aller renseigner son adresse, d'ajouter des photos s'il le souhaite, de rédiger des textes s'il le souhaite, de créer des liens, pourquoi pas. Il n'y a jamais de notion de codage. Alors, on peut tout à fait rassurer les commerçants, les professionnels qui nous regardent en disant, voilà, ce qu'on va vous demander, c'est des informations que vous maîtrisez. Ensuite, va vraiment se poser la question, quand je rédige des textes, quand j'intègre des photos, de comment je rédige mon texte, comment je l'optimise pour le référencer correctement sur Google. Et quand j'intègre des images, il faut que mes images soient de qualité, donc ça sous-entend qu'il a fallu utiliser soit un appareil photo numérique, soit un smartphone, et que j'ai une certaine maîtrise de la mise en image. C'est pas toujours des choses très simples en fonction des environnements. Et puis ensuite, il va falloir que je respecte les codes pour notamment faire que l'image s'affiche rapidement sur le web, donc il va falloir que je l'allège. Là, on rentre dans des compétences un petit peu plus effectivement techniques, et certaines plateformes proposent la gestion des contenus. Nous, chez VA Shopping, c'est effectivement notre cœur de métier, proposer un outil, d'une part, enfin une plateforme sur laquelle on va référencer les commerçants, mais surtout, on va gérer les contenus. On va donc optimiser des textes pour permettre un référencement correct sur Google. On va également travailler les images, on va travailler avec des photographes professionnels qui vont mettre en image les points de vente, qui vont mettre en image les produits, qui vont aussi mettre en scène les commerçants. Pour nous, ça, c'est très important. Et puis, on va intégrer tout ça. Finalement, on est un service clé en main. Donc, voilà, la première étape pour les commerçants et les professionnels que l'on regarde, c'est identifier quelles sont les plateformes à ma disposition. La plus connue, c'est Page Jaune, qui propose toujours une solution d'annuaire et de référencement, mais là, le commerçant va être autonome dans la gestion de ses contenus. Et puis, on a des plateformes effectivement plus locales qui, elles, vont pouvoir parfois proposer des solutions de gestion de contenu. Oui, donc ce qu'on comprend bien, hein, encore une fois, puisqu'on s'adresse à un public qui peut avoir des niveaux très différents d'une personne à l'autre. Quand on veut aller sur Internet, l'objectif, c'est évidemment d'être trouvé quand on nous cherche. C'est le b.a.-ba. Quand on nous cherche, nous, c'est le minimum minimorum, hein, si on tape le nom de votre enseigne, mais surtout quand on cherche un commerçant qui vend le type de produit que le consommateur est en train de rechercher. Tout ça passe par des algorithmes et des algorithmes des moteurs de recherche, Google particulièrement. Et comment ça fonctionne? Ça fonctionne, ces algorithmes de Google, sur la base de l'existence évidemment d'une présence Internet, et ça s'appuie sur les contenus qui seront présents sur ce site ou sur cette vitrine, que l'on soit sur une plateforme ou sur les réseaux sociaux, etc. Donc ces contenus sont très importants pour être
trouvé par le moteur de recherche. Et si par bonheur vous êtes trouvé par le moteur de recherche et que vous émergez dans les premiers résultats de Google, alors après, il va falloir aussi séduire la personne qui va cliquer sur ce lien et qui va arriver chez vous. Si vous êtes visible des moteurs de recherche, mais que lorsqu'on arrive chez vous, c'est un peu brouillon, les photos sont pas très bien prises, la lumière n'est pas bonne, les textes finalement on comprend pas tout, ou alors c'est pas très excitant, etc. Et là on rentre dans le domaine de la communication. Et ça n'est pas de la technique, ça n'est pas de l'outillage, ce sont des compétences que l'on a ou que l'on n'a pas, que l'on peut acquérir, mais on vous demande déjà, à vous, amis commerçants, énormément de choses. Et c'est ce que nous dit Denis, c'est que finalement, il y a des plateformes qui sont des réceptacles, qui vont vous offrir un service qui vous permettent d'être trouvé par les moteurs de recherche, mais c'est de l'ordre de l'annuaire et ça s'arrête là. À vous, après, de développer ces compétences, savoir prendre des bonnes photos, savoir bien vous mettre en valeur dans les textes, etc. et optimiser pour le référencement naturel. C'est ce que le référencement naturel, c'est ce qui fait que vous allez émerger ou pas dans les moteurs de recherche. Ou vous avez des plateformes qui vont vous aider, qui vont faire à votre place ou qui vont vous aider à acquérir ces compétences et à faire avec vous. Et si je comprends bien, c'est ce que propose Ville & Shopping. Donc, quelque part, on peut dire, Denis, que choisir une plateforme de commerce de proximité, ça n'est pas choisir qu'un outil, c'est aussi bien avoir conscience de l'importance de sa stratégie. C'est bâtir une stratégie de présence sur Internet. Stratégie, attention, c'est un grand mot, stratégie, ça peut faire peur. C'est au moins avoir réfléchi à qu'est-ce que je veux faire sur cette plateforme. Est-ce que je veux mettre tout mon magasin? Est-ce que je veux mettre qu'une partie de mon offre? Est-ce que tu peux nous dire comment vous accompagnez vos clients sur cette partie-là? Ouais, effectivement, tu parles de stratégie, alors c'est pas du tout un gros mot, hein, c'est plus dire il faut réfléchir à comment je vais être présent sur Internet et quelle image je veux renvoyer sur Internet. C'est bien souvent le premier contact d'un client avec votre point de vente. Donc, il est primordial que ce premier contact ressemble finalement à votre magasin physique et à ce que vous voulez dégager. De plus, on a des exemples de coiffeurs ou d'instituts de beauté qui sont clients chez nous. Et ce qu'on constate, c'est qu'ils sont énormément vus tous les mois parce que le réflexe aujourd'hui d'un client, c'est quand je cherche le numéro de téléphone de mon coiffeur, je vais même pas aller dans mes contacts. Je vais souvent taper dans Google le nom de mon coiffeur et je vais aller sur la fiche My Business pour attraper le téléphone. Et c'est déjà un premier point de contact. Donc, si mon My Business ou ma vitrine digitale à l'intérieur de ma plateforme est à mes couleurs, il y a un effet rassurant, il y a éventuellement la possibilité pour vous de présenter les nouveautés, est-ce que vous avez des nouveaux produits, des nouveaux services par exemple. Donc, je vais attirer de nouveaux clients, des prospects, mais je vais aussi fidéliser un client. C'est aussi ça l'intérêt de l'outil. Alors, je réponds à ta question maintenant sur la stratégie et ce que je veux faire sur ma plateforme. Oui, c'est important. En fait, chez Ville & Shopping, historiquement, notre métier, c'est de digitaliser les vitrines des commerçants locaux. C'est de permettre aux commerçants d'avoir une vitrine sur Internet où on découvre le magasin et les produits qu'il y propose. Au même titre, on le disait tout à l'heure que quand je me promène dans la rue, je vais pouvoir passer devant la vitrine d'un magasin de chaussures, d'un caviste ou d'un coiffeur. Sur Ville & Shopping, c'était d'abord ça notre vocation. Digitaliser les vitrines des commerçants locaux et permettre de retrouver la rue sur Internet. Voilà. Avec le premier confinement, on s'est posé la question de comment augmenter les interactions entre commerçants et consommateurs, et notamment comment permettre aux commerçants de continuer à vendre, puisque c'est bien leur cœur de métier. Beaucoup de plateformes se sont engouffrées très vite dans la vente en ligne. Nous, on a pris notre temps sur le sujet parce que on pense qu'il ne fallait pas se précipiter juste en proposant un outil. Il fallait aussi acculturer le commerçant, l'accompagner dans la gestion de l'outil, dans la gestion de ses stocks, dans l'intégration des produits, mais surtout en amont sur la réflexion de ce qu'il va y faire. Donc, en 2020, on a effectivement réfléchi à cette nouvelle fonctionnalité, e-commerce, qui est donc un complément de la vitrine digitale et qui permet aux commerçants de vendre en ligne. On a souhaité travailler sur l'accompagnement des commerçants, ce qui fait que on a rendu gratuit l'accès au e-commerce. Et par contre, on a conditionné l'accès au e-commerce à une formation, à un accompagnement de 3 heures pour déjà faire pour que le commerçant se pose la question de est-ce qu'il duplique la totalité de sa boutique, c'est-à-dire est-ce qu'il propose l'ensemble de ses produits sur sa boutique, ce qui représente un travail significatif, hein, ça veut dire qu'il va falloir que je réalise des photos, il va falloir que j'intègre
ces photos, que je réalise des descriptifs, que j'intègre les prix, que je gère les stocks, donc quelque chose de quand même assez conséquent. Ou est-ce que finalement, je vais plutôt travailler sur mes nouveautés? Et du coup, je vais plutôt travailler sur 10, 15, 20 produits qui sont des nouveautés. Voilà, ça me fait un petit peu moins de choses à gérer, et puis ça me permet aussi de dynamiser ma boutique. Ou est-ce que je vais travailler plutôt sur un modèle de braderie, de déstockage, voilà, en travaillant sur ma boutique plutôt des prix qui interpellent et qui donnent envie. Voilà, donc il faut déjà commencer par se poser ces questions assez simples finalement. Si je décide... Oui. Alors, il y a plusieurs questions. Il y a être présent sur Internet. Si je veux être présent sur Internet, est-ce que c'est par le My Business? Est-ce que c'est un fil Facebook? Est-ce que c'est une page Facebook? Est-ce que j'ai une plateforme de proximité sur ma ville? Et auquel cas, comment je fais pour m'y référencer? Quels produits je propose? Et puis, il y a l'étape d'après. Est-ce que je veux vendre en ligne? Je pense qu'il faut rassurer nos amis commerçants sur le fait que vendre en ligne, c'est pas forcément ce vers quoi doit tendre le commerce de proximité. Moi, je suis persuadé. Oui, c'est pas une nécessité absolue pour tout le monde. Là, considérant la crise, comme beaucoup ne pouvaient plus vendre dans la vraie vie, forcément, le réflexe, c'est de se dire, il faut que je vende en ligne. Donc, c'est aussi ce qui a créé cette espèce de course en avant. Et comme disent les commentateurs sportifs, il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. C'est comme ça qu'on s'était rencontrés il y a quelques mois avec cette petite série que j'avais lancée sur comment faire en sorte pour aider le commerce de proximité face justement à cette précipitation qui est de foncer sur des plateformes comme Amazon, parce que ça peut paraître alléchant en se disant, bon, bah, allez hop, je vais faire mon business directement sur Amazon parce que c'est la plus grande plateforme, etc. Sauf que depuis, beaucoup ont compris aussi que lorsqu'on allait en tant que petit commerçant sur Amazon, c'était peut-être faire entrer le loup dans la bergerie et être totalement prisonnier après de ce système. Donc c'est pour ça que les plateformes de proximité sont intéressantes. Donc je résume juste parce que je vois que le chrono avance, mais je résume, il faut penser à ce que l'on veut aller faire avec sa boutique en ligne. Des plateformes comme Village-Shopping proposent un accompagnement pédagogique qui vous aide à réfléchir justement à quelle est la meilleure présence pour vous en ligne. Est-ce que je duplique toute ma boutique ou est-ce que je vais l'utiliser pour un point très précis? Et est-ce que je veux être juste visible ou est-ce que je veux vendre? Ce que l'on a aussi observé, c'est qu'effectivement, entre mettre l'ensemble de son catalogue en ligne, ce qui est un grand travail, tu le précisais tout à l'heure, et donc qui peut aussi ralentir le processus. Certaines boutiques ont fait soit des opérations, soit du déstockage, effectivement, mais c'est peut-être aussi l'occasion d'essayer de développer soit une nouvelle offre, ou en tout cas d'innover dans sa prestation, dans sa proposition de valeur, dans ses services, et après de gérer ce que l'on appelle dans le jargon des professionnels avec les grandes entreprises, l'omnicanal. Si on met de côté juste 2 secondes l'effet crise sanitaire, le consommateur, lui, ça fait longtemps qu'il est devenu omnicanal, c'est-à-dire que lui, il se fiche de savoir s'il va aller acheter dans la rue ou s'il va aller acheter en ligne. Ce qu'il veut, c'est acheter tel type de produit, et ce qu'il veut surtout, c'est acheter tel type d'enseigne, tel type de commerçant, parce qu'il achète au fond une expérience. Et vous, ce que vous avez comme force extraordinaire au commerce de proximité, c'est ce que n'ont pas toutes ces grandes plateformes, c'est l'expérience que vous pouvez créer. Toutes les grandes entreprises, toutes les grandes plateformes, les grands distributeurs travaillent avec des armées de marketing sur l'expérience client, parce qu'ils ont bien conscience que ce sont des fournisseurs, en quelque sorte, d'une expérience qui, de base, est froide, puisqu'il n'y a pas de contact. Et ils mettent des millions de dollars et d'euros sur la table pour réfléchir à des expériences clients qui sont waouh, extraordinaires, etc. Vous avez cette chance, le commerce de proximité, étymologiquement, c'est cum plus mer, c'est entrer en relation avec la marchandise. Et entrer en relation, ça crée des rapports, ça crée ces rapports humain que l'on aime tant dans le commerce de proximité, c'est pour ça qu'on veut le sauver. Vous avez cette force-là, donc essayez de vous appuyer là-dessus pour reproduire ce que vous savez si bien faire dans la vraie vie avec votre présence en ligne. D'où la nécessité de bien soigner vos contenus, vos images, vos photos, etc. Et peut-être proposer de nouveaux services ou une nouvelle façon d'acheter vos produits en ligne. Donc, on a brossé un peu les différents avantages des plateformes de proximité par rapport aux autres possibilités de monter sur Internet. On a dit que c'était pas une fin en soi de vendre, mais là, en l'occurrence, ça peut être nécessaire. Il faut bien cibler.
Est-ce que tu vois d'autres atouts? Ça serait peut-être intéressant que tu nous montres, tu as des images, tu as une petite vidéo qui nous permet de voir un peu en front office, c'est-à-dire ce que voit le consommateur, le chaland quand il atterrit sur la plateforme Village Shopping, pour voir un petit peu à quoi ça ressemble et que tu puisses nous commenter ça. Oui, effectivement, je pense que passons directement aussi pour voir un peu à quoi ça ressemble. Donc, quand on arrive, l'internaute passe très rarement par cette page, hein. En général, il va plutôt arriver sur Village Shopping parce qu'il aura tapé un mot-clé. Je vous ai pris la visite depuis le départ. Donc là, on choisit sa ville, Redon, en l'occurrence. J'arrive sur la page d'accueil du site où je vais trouver des espaces sur lesquels les commerçants peuvent communiquer parce qu'ils ont un événement particulier ou une promotion particulière. Ensuite, en tant qu'internaute, je vais pouvoir choisir ma catégorie. Donc, est-ce que je suis intéressé plutôt par la mode, par le bien-être, par le mobilier? On a, nous, organisé les commerçants, voilà, à l'intérieur de catégories sur le site. J'ai aussi ici un menu qui me permet d'accéder rapidement à une enseigne, s'il y en a une qui m'intéresse en particulier. Donc, on voit ici mode, bien-être, à table, artisanat. J'arrive là sur la vitrine digitale d'un commerçant. On est chez Marie-Louise, Hervé, mon gendre de Redon, qui est une épicerie fine finalement. Donc on voit bien le texte qui a été travaillé par Village Shopping, hein, là-haut. Ouais. Le reportage photo que vous voyez ici, qui a été réalisé par le photographe professionnel avec qui on travaille à Redon, c'est Christopher Dubuc qui a fait ça. Oui, les visuels sont très professionnels. On a vraiment l'impression là d'être sur un site de pro qui est installé sur Internet depuis longtemps. J'en profite juste pour dire, là typiquement, la page qu'on voit de chez Marie-Louise, c'est la page sur laquelle, dans le parcours d'achat classique, on arrive directement quand on recherche des produits. Exactement, Marie-Louise. Voilà. Ouais, tout à fait. Soit on arrive sur un produit, soit on arrive sur la vitrine. Et vous l'avez vu peut-être, on a un bouton commander en ligne puisque Marie-Louise est équipée de la boutique justement et propose ses produits lui à la vente sur Village Shopping. Et donc on est sur un site tout à fait classique avec un tunnel de vente classique comme on connaît tous où je vais choisir mon produit, choisir éventuellement la variable. Là on est sur le goût, par exemple, des caramels. Et puis, j'arrive dans mon panier et je vais pouvoir choisir mon type de livraison. Donc, on a la possibilité ici d'avoir un type de livraison dédié aux commerçants. Donc, est-ce qu'il va faire que du retrait boutique? Est-ce qu'il va faire de l'expédition? Est-ce que c'est du colissimo? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis, on arrive enfin au terminal de paiement. Donc là, on va vraiment avoir le paiement carte bleue qui va se faire par l'internaute et cet argent sera collecté par Village Shopping et reversé directement sur le compte du commerçant. Donc nous, on va gérer en fait toute cette chaîne technique pour notamment mettre à disposition la boutique et ensuite la connecter au terminal de paiement et faire que l'argent circule de façon fluide entre la plateforme et le compte du commerçant. Oui, c'est une solution totalement clé en main. On voit bien que là, c'est complètement abouti. Chez Marie-Louise, c'est comme si elle avait son propre site web développé par des professionnels. Il est hébergé sur une plateforme qui, en plus, lui permet de bénéficier de la visibilité de la plateforme, qui elle-même est le fruit de cette conjugaison de toutes les vitrines qui existent. Et c'est ce qui est un atout concrètement parce que ça va l'aider à remonter beaucoup plus rapidement et plus facilement dans les résultats. Est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres d'audience? Je crois qu'ils sont tombés récemment chez vous. Effectivement, on suit nos audiences de très très près. Là, on vient de finir l'année 2020, qui est une année particulière où on a vu des rebonds de connexion à Village Shopping. Sur le premier confinement, en mars, on a eu un effondrement des connexions sur les 15 premiers jours, et puis on a eu un pic de connexion sur avril et mai. On a atteint des seuils normaux, on va dire, sur la période estivale, et on a connu un nouveau pic sur le deuxième confinement, et notamment avec le lancement de la fonctionnalité boutique, où là, on a doublé finalement nos audiences. Alors, en 2020, 200 000 personnes se sont connectées à la plateforme Village Shopping et ont vu 550 000 pages. Donc, ce qu'on constate, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'un internaute qui arrive sur Village Shopping, qui va arriver peut-être pour une paire de chaussures ou parce qu'il a tapé épicerie fine, par exemple, à Redon, va potentiellement pouvoir rebondir sur 2,75 pages. Donc, il va avoir quasiment 3 pages. Donc, peut-être qu'il va arriver chez Marie-Louise et qu'il va aller découvrir, pourquoi pas, le magasin de chaussures d'à côté ou le coiffeur qu'il ne connaissait pas, qui se trouve dans une rue adjacente. Donc c'est vraiment ça qui est intéressant avec la plateforme, c'est qu'on va capter l'internaute pour sa recherche et on va générer du rebond pour pouvoir donner de la visibilité finalement à ses voisins. Et on revient à cette idée de la rue,
ou quand je me promène dans la rue pour aller chez mon coiffeur, bah, potentiellement, je vais pouvoir découvrir le magasin de chaussures d'à côté. C'est exactement ça. Oui, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. Ça peut générer soit de l'achat d'impulsion donc directement, ou au moins créer de la notoriété pour les commerçants qui sont dans la même ville. On l'a bien vu. Je cherche des caramels au beurre salé, j'arrive chez Marie-Louise, et puis je peux trouver un fleuriste à côté et me dire ah tiens au fait c'est bientôt la fête des mères. Bon, donc on a bien compris le principe. On voit à quoi ça ressemble, super. Est-ce que pour les quelques minutes qui nous restent avant la phase de questions-réponses, parce que j'imagine que les gens qui nous suivent ont des questions à nous poser, et surtout à toi, est-ce qu'on peut voir l'envers du décor? On a dit tout à l'heure, c'est très simple d'accès, il suffit d'être muni d'un ordinateur, d'une connexion Internet, on est tous habitués à utiliser son smartphone pour prendre des photos, et après, vous prenez la main pour aider à mettre tout ça en beauté, si j'ose dire. Est-ce que tu peux nous montrer la partie back-office? Je suis commerçant, je me suis inscrit sur Videshopping. Ça ressemble à quoi l'interface à laquelle je me connecte pour pouvoir justement préparer l'existence de ma boutique en ligne? Ouais, effectivement, on va pouvoir parcourir la seconde vidéo qui nous permet d'accéder au back-office. Donc, on est dans la peau d'un commerçant. Donc, il arrive sur Videshopping, voilà, il rentre ses identifiants, il se connecte finalement à son arrière-boutique. On a beaucoup travaillé l'ergonomie. Donc, on voit de façon très simple les onglets sur la gauche qui vont permettre d'une part de gérer les commandes. Donc là, j'ai cliqué sur l'onglet commandes. J'affiche mes commandes et voilà, ici j'ai l'ensemble des commandes qui ont été réalisées sur mon compte. Je peux voir les statuts des commandes, est-ce qu'ils sont en cours, est-ce qu'ils sont terminés. J'ai accès bien sûr aux informations du client qui m'a acheté le produit, en dessous les produits qui ont été achetés par le client bien sûr. Voilà. Oui, on a vraiment une base de données client qui est très complète, quoi. Très clairement, la base de données client est effectivement à la disposition des commerçants. J'ai accès aussi à mes historiques de paiement, hein, donc je peux suivre les paiements et les encaissements de chaque vente que j'ai réalisée à travers la plateforme. Pour mon suivi comptable, ça c'est Pour mon suivi comptable, exactement. Et pour arriver à avoir des commandes et à vendre, il va falloir que j'ajoute des produits. Donc, on va aller sur l'onglet gestionnaire de produits qui nous permet ici d'accéder à l'ensemble des produits que j'ai dans ma réserve, qu'ils soient d'ailleurs en ligne ou non. Ici, on a des produits qui peuvent être publiés ou en brouillon. Donc, j'ai la liste qui est ici avec leur état, les stocks notamment, combien il m'en reste, s'ils sont en rupture, donc la possibilité de les mettre à jour. Là, on rentre dans la fiche qui va nous permettre de créer un nouveau produit. Donc, je mets un titre à mon produit, je mets un descriptif, j'ajoute des images. Donc là, on a de la chance, on est sur un institut de beauté qui a accès à une banque d'images fournie par le fournisseur. J'ai déjà des images de très bonne qualité. Donc, c'est à ce moment-là que je vais pouvoir uploader les images de mon smartphone ou de mon ordinateur vers la plateforme. Ouais. Je vais ensuite pouvoir gérer mon produit. Est-ce que c'est un produit simple ou un produit variable? Un produit simple, c'est un produit simple, comme le dit la définition, et un produit variable, c'est par exemple une notion de pointure, une notion de quantité, par exemple. Donc, on va pouvoir en fait gérer tout ça à travers les onglets du bas. Voilà, c'est ce qu'on voit. Oui, on voit que tout est très intuitif parce que chacun aura remarqué que les différents espaces où on peut renseigner de l'information, des textes notamment, ça ressemble à ce qu'on a quand on écrit simplement un mail sur une plateforme ou autre. C'est très intuitif et c'est très complet. On a la gestion des stocks, la compta, la fidélisation client parce qu'on a les achats de chacun des clients. C'est vraiment comme dans la vraie vie, quoi. Hein, C'est vraiment comme dans la vraie vie, ouais, effectivement. Ouais, tout à fait. Avec, à chaque fois qu'une commande est passée, un envoi aussi vers la boîte mail du commerçant pour qu'il ne soit pas obligé de se connecter à la plateforme pour savoir s'il a eu des commandes. Oui, ça c'est important de le préciser, tu as raison, parce qu'effectivement, on ne peut pas avoir le nez en permanence sur son interface. L'idée, c'est de pouvoir être alerté de la même manière que lorsque quelqu'un rentre dans sa boutique, on a une petite clochette ou autre chose qui nous indique que quelqu'un est là. Très intéressant. Je profite qu'on parle justement de cette base de données clients pour te poser une question qui peut fâcher certains en tout cas, et pour moi qui est très importante, c'est la propriété des données. Lorsqu'on passe par Videshopping, est-ce que le commerçant est reste propriétaire des données clients, des clients qui sont venus lui acheter des produits? Alors, oui, effectivement, le commerçant est tout à fait propriétaire
des clients qui ont acheté à travers la plateforme. Il a d'ailleurs accès à l'ensemble des informations, le nom, le prénom, l'adresse mail, le numéro de téléphone. Donc, il est effectivement propriétaire de toutes ces informations. Nous ne les utilisons pas à des fins de communication. On n'a pas de newsletter à partir. On réfléchit à comment on pourrait communiquer auprès des clients, des internautes Villet Shopping. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qu'on fait. Et il n'y a bien sûr aucune revente qui est faite sur la plateforme. Il n'y a pas d'utilisation des données, en tout cas, pour sortir de la plateforme Villet Shopping. Ouais, non, mais parce que effectivement que vous utilisiez les données clients pour communiquer, ça à la limite on peut l'entendre, en tout cas parce que c'est un bénéfice par effet rebond pour l'ensemble des vitrines et la mienne y compris présentes sur la plateforme. Mais surtout, ce qui est important, c'est que dans la vraie vie, lorsqu'un client vient dans ma boutique, m'achète un produit, je le rentre dans ma base de données éventuellement parce que j'ai une carte de fidélité. C'est pas qu'il m'appartient, mais ces données m'appartiennent et moi je peux travailler la fidélisation, etc. de ce client. Et sur certaines plateformes, et je pense notamment aux grandes plateformes internationales, les données clients ne nous appartiennent pas forcément et quand je quitte la plateforme, je n'ai aucune trace de mes données clients, je ne peux pas les exporter et les travailler par ailleurs sur une autre plateforme, renvoyer des mails, faire mes propres newsletters si je le veux, etc. Chez vous, on est propriétaire de la donnée, c'est très important et comme ça on peut travailler sa relation client. Alors, on a même un bouton qui le permet, puisqu'on a un bouton exporter en CSV qui me permet d'exporter mes commandes, mes paiements, mais aussi mes clients. Et de tout retraiter ensuite sur Excel et pouvoir aller faire ça ailleurs si le cœur m'en dit. Je pense que l'on peut commencer à prendre quelques questions. Je fais un clin d'œil à la régie. Merci. Alors, merci messieurs pour cette présentation très intéressante. On a effectivement quelques questions. Alors, un premier volet de questions sur l'influence de la crise actuelle. On a vu l'intérêt de ce type de plateforme. Est-ce que vous, là, sur votre expérience, vous avez vu que ça avait eu une influence, alors des deux côtés, à la fois du côté des commerçants, est-ce que ça a vraiment boosté l'intérêt et la volonté des commerçants évidemment de se lancer dans la transition numérique ou d'aller plus loin que là où ils en étaient? Est-ce que vous avez vraiment vu un step ou est-ce que c'était la panique générale? Comment est-ce que vous l'avez ressenti de votre côté? Le premier confinement a très clairement été plutôt un effet de panique, enfin un coup de massue. On s'est dit waouh, qu'est-ce qui se passe, comment on va faire? Les clients qui étaient équipés d'une vitrine digitale avec Villet Shopping, finalement, ont pu rester en contact avec leurs clients. Villet Shopping n'est pas né de la crise qu'on connaît. Nous, on a lancé l'activité en 2016 et on avait lancé Villet Shopping du constat que l'internaute, le citoyen plutôt, utilisait de plus en plus son mobile pour interagir avec son environnement et notamment pour rechercher des produits et identifier des commerçants. C'est comme ça donc on a créé la plateforme Villet Shopping. 4 villes plus tard, 150 commerçants équipés de la vitrine. Arrive cet effet de confinement et les commerçants finalement se disent « Waouh, je suis fermé, comment je fais pour rester en contact ?» Donc, nos commerçants sont revenus vers nous pour effectivement pouvoir remettre à jour leurs horaires, éventuellement, pouvoir aussi communiquer à travers nos fils Facebook, puisque à chaque fois qu'on développe une plateforme Villet Shopping sur une ville, on va y lier un réseau social. On utilise Facebook aujourd'hui, on va développer une communauté et donc on va pouvoir communiquer sur les événements, les actualités des commerçants qui sont adhérents à la plateforme. Et ça, c'est effectivement très important parce que ça nous permet de garder le lien. Quand je suis fermé, l'outil numérique est effectivement un outil très pertinent pour conserver du lien. Donc les commerçants, et on a eu des entrées commerçants. Beaucoup de gens qu'on avait rencontrés qui n'avaient pas adhéré à la solution sont revenus vers nous en disant « Ok, je voudrais bien en savoir un peu plus ». Donc on en a accompagné beaucoup vers la mise à jour de leur My Business parce que c'est un premier step et parce que c'est déjà un premier outil pour être facilement identifié par mes clients ou par mes futurs clients. Et puis, on a ensuite été plus loin avec ceux qui le souhaitaient pour la mise en image et la création de la vitrine digitale à l'intérieur de Villet Shopping. Donc oui, très clairement, il y a une vraie volonté. On va dire que les commerçants, ça y est, s'intéressent de façon plus accrue au digital. Très clairement. Ouais, je me permets juste de rebondir, je ne prends pas beaucoup de temps, mais je disais en préambule tout à l'heure, oui, il y a eu une crise, donc il y a eu une rupture. Mais surtout, je pense que ça a pointé du doigt une fracture numérique que l'on connaît au sein de
population grand public, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas équipé, tout le monde n'a pas les mêmes compétences et les mêmes usages. Mais là, ça a pointé du doigt cette fracture numérique entre les entreprises. Il y a d'un côté les grandes entreprises qui avaient déjà mis en France un peu trop de temps à aborder cette transformation, cette révolution digitale, comme on l'appelait. Je suis bien placé pour le savoir, ça fait 20 ans que je suis là-dedans, et depuis 2012 qu'on accompagne spécifiquement les grandes entreprises là-dessus avec Talenco. Elles ont eu un peu de retard au démarrage, mais ce sont des grandes entreprises. Donc quand elles s'y mettent, elles mettent les moyens et elles y vont, et ça y est, elles ont atteint un effet de plateau. Par contre, les PME, les TPE et plus particulièrement les commerces de proximité n'y sont pas allés, pas tous et pas suffisamment tôt. Et là, on s'est pris le revers le retour de bâton en quelque sorte. Donc c'est extrêmement violent. Donc moi, ce que j'ai observé, c'est qu'effectivement, le premier confinement, ça a été la panique à bord, branle-bas de combat, ça a été la décrépitude d'une certaine manière, en se disant mon Dieu, mais on n'y est pas, comment on va faire, etc. Ce que je trouve, alors du coup, c'est pas pour rejeter la faute, mais c'est pour dire aussi que attention, il faut que chacun prenne ses responsabilités face à ça. Il y a eu une forme de manque de lucidité, voire peut-être de snobisme en se disant oui mais nous enfin non nous on n'a pas besoin du digital, ou en tout cas le digital c'est pas notre métier, on veut pas tout mélanger, etc. Là on se rend compte que c'est peut-être une erreur. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, moi ce que j'ai constaté et qui m'a considérablement réjoui, puisque je suis plutôt un optimiste de nature, c'est qu'il y a eu énormément d'initiatives, plein d'idées, et depuis la plus basique comme mettre une affiche sur sa porte en disant contactez-moi par mail pour recevoir toutes les semaines la liste de mes nouveautés ou de mes approvisionnements, et puis etc., ou commander ici, etc. Bon, voilà, depuis ça jusqu'à créer à la va-vite son site ou passer par des plateformes, il y a eu plein d'idées. Ça me rappelle ce vieux slogan des années 70, en France on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Bon, on s'en est bien rendu compte, et le commerce de proximité est vivant ne serait-ce que par ça. Il y a des idées, il y a de la passion, et il faut s'appuyer là-dessus. Et maintenant, mon seul appel, c'est de se dire, OK, tout le monde a pris conscience désormais qu'il fallait être sur le digital. Il n'y a pas à négocier. C'est comme ça. Le consommateur, il y est, donc il faut aller pêcher le consommateur là où il est. Bon, il y a eu plein d'idées, il y a eu plein d'initiatives. Maintenant, il faut rationaliser, consolider ça, et le plus possible avec des solutions qui sont locales, nationales, plutôt que d'aller se jeter dans la gueule du loup, encore une fois, des Google, Amazon, Facebook, quand bien même, aujourd'hui, même pour se lancer, on a encore un peu besoin d'elles, mais en ayant en tête qu'il faut s'affranchir de ces grandes plateformes qui finiront par reproduire le même problème, le même schéma que la grande distribution à son époque, etc. Alors, le pendant côté commerçant, le côté consommateur, est-ce que vous avez pu constater peut-être un sursaut de vouloir consommer local, une volonté de rechercher, ou vous avez expliqué que vous aviez vu un vrai pic de consommation, enfin de trafic sur vos sites. Est-ce que c'est uniquement lié au fait que les magasins étaient fermés et que c'était la seule alternative, ou est-ce que vous percevez quand même une volonté pour les consommateurs de soutenir le commerce de proximité, de s'orienter vers le local? Je pense que le consommateur, il y a déjà plusieurs années qu'il a cette volonté de consommer local. Sauf que c'est inscrit dans sa mœurs l'utilisation du numérique. Donc depuis très longtemps, le consommateur, il tape le nom des boutiques et le nom des produits dans son smartphone ou dans son ordinateur, et il tombe sur un commerce de proximité. Et comme le disait très bien Cyril, ce que veut d'abord le consommateur, c'est un produit. Maintenant, au-delà du produit, il veut une expérience. Donc, quand on a une réponse de proximité, on a une part des consommateurs qui veulent aujourd'hui avoir une démarche responsable quand ils achètent. Pour ça, faut-il encore que le commerçant soit accessible depuis l'endroit où est le consommateur, c'est-à-dire Internet pour la grande majorité des cas, encore plus en période de confinement. Et on a effectivement constaté chez Village Shopping, puisque ça fait maintenant 5 ans que Village Shopping est lancé, et que on croît tous les ans de 50% d'audience, pour plusieurs raisons. La première, c'est que on densifie le nombre de commerçants sur la plateforme, donc on est de mieux en mieux référencé, et donc on génère de plus en plus de trafic, mais aussi parce que le consommateur, l'internaute, arrive sur Village Shopping parce qu'il a tapé un mot-clé, et que donc une réponse de proximité lui est donnée. Je pense que au-delà de l'acte citoyen, au départ, on est vraiment dans la volonté du consommateur d'identifier un produit, et si en plus il est local, c'est génial. Là, on est vraiment en train d'inscrire dans le parcours d'achat la volonté, pour certains consommateurs et de plus en plus, d'acheter local. Ça, c'est très clair. Et sur les audiences, oui, effectivement, on a constaté un gros pic d'activité en avril et mai, puisqu'on a doublé nos audiences.
Là, en novembre, avec le lancement des boutiques, on a fait plus que les doublés. Donc, on voit bien qu'il y a une vraie volonté du consommateur d'aller vers le commerce local, mais d'utiliser les outils numériques, d'où l'importance d'une présence sur Internet. Oui, c'est une bonne question, Arnaud, parce que effectivement, Denis vient de le dire, le consommateur, il est paradoxal, il est un peu dans, comment dire, dans la contradiction d'une certaine façon. Toutes les études marketing sociologiques l'ont prouvé. Oui, depuis des années, il y a eu cette tendance à aller vers plus de local, parce que plus de circuits courts, les AMAP, etc., qui étaient d'abord l'apanage d'une partie de la population, ce qu'on a appelé les bobos, et puis c'est devenu mainstream, c'est-à-dire le grand public. Mais, encore une fois, il veut plus d'authenticité parce que c'est gage de qualité, c'est meilleur goût, avant même toutes les préoccupations environnementales, patriotisme économique, soutenir le tissu économique local, etc. Avant même tout ça, c'est d'abord se faire plaisir, c'est assez hédoniste. Et tant mieux parce que ça sert la cause locale. Mais c'est là qu'est la contradiction. On veut aussi du confort, on veut de la praticité, et ça fait au moins 20 ans qu'on s'est habitué à aller se connecter en 2 clics le plus rapidement possible à l'ensemble de l'offre disponible. Et donc, ce sont ceux qui sont les plus disponibles et les plus beaux sur Internet qui vont être d'abord achetés. Et c'est pour ça que beaucoup vous disent, moi, je consomme local, mais ils achètent énormément sur Amazon malgré tout. Regardez simplement ce que font les grandes marques. Les grandes marques, qu'est-ce qu'elles font ? Elles sont plutôt du côté, on va dire, de celles qui ont standardisé les choses et qui ne sont pas en local. Eh ben, elles prennent tous les atours du produit local, c'est-à-dire qu'elles font du marketing, elles font de la communication pour jouer la carte de l'authenticité. On travaille avec les producteurs ceci, etc., etc. On n'est pas sur du vrai local, mais par contre, c'est visible. On le trouve facilement sur Internet, entre autres, et puis ça donne envie, ça nous fait rêver. Mais il faut que le vrai local se mette à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il faut que lui aussi soit visible. Et pour ceux qui l'ont fait, parce qu'il y en a plein quand même qui sont visibles aujourd'hui, qui sont dans le vrai local, ça marche vachement bien. Donc oui, le consommateur, il a cette tendance à aller vers plus d'authenticité, plus de local, si tant est qu'il le trouve, qu'il soit à sa disposition. Donc les amis, allez-y, foncez, quoi. Il y a un vrai marché. Côté nouvelles pratiques, il est évoqué alors il vous a expliqué, il y a eu plein de bonnes idées. Il y a la vente par vidéo. Enfin, il y a eu des avancées, des propositions pour vendre par la vidéo. Quel est votre regard de professionnel? Une vraie bonne idée, une vraie fausse bonne idée? Enfin, quel est votre retour là-dessus? Je pense que c'est beaucoup trop tôt pour juger de quelle est la solution la plus pertinente aujourd'hui. Est-ce que c'est de la vidéo? Est-ce que c'est une boutique en ligne? Est-ce que c'est les réseaux sociaux? Je pense qu'il va falloir laisser mûrir un petit peu tout ça pour voir ce qui est le plus pertinent. Il faut définir finalement certains points de passage. Je pense que ce qui est important, c'est que le commerçant ne soit pas absorbé par cet outil. C'est-à-dire que le métier du commerçant, c'est d'abord de gérer son point de vente, de gérer ses produits, d'accueillir les clients, d'entretenir sa boutique, de gérer la compta. Voilà, son job, c'est ça. Si on lui rajoute une brique de maintenant, tu vas devoir répondre en vidéo et faire visiter ta boutique en vidéo, bon, faut voir, mais je ne sais pas si c'est effectivement l'avenir. Il y a un moment, il faut qu'on puisse aussi laisser le client vaquer dans la boutique. Mais en tout cas, c'est un élément d'interaction, donc c'est forcément quelque chose d'intéressant. Ouais, voilà ce que je peux dire sur la partie vidéo. Sur la vidéo, comme Denis, on n'a pas de retour d'expérience pour dire ça marche pas. Cela dit, j'ai plusieurs réactions en essayant de faire vite. On a dit, et on en convient tous, ce qui compte aujourd'hui partout, et surtout dans le commerce, c'est l'expérience. D'accord. Il y a pas grand-chose de plus immersif que la vidéo. Ensuite, on sait que le média qui est le plus consommé aujourd'hui en ligne, c'est la vidéo. Troisièmement, pour pouvoir faire des démonstrations produits, pour pouvoir éventuellement répondre en live, comme on le fait là aujourd'hui aussi à des clients, c'est la vidéo. Donc oui, la vidéo, c'est hyper important, et je rajouterai ce 4e point que j'ai dit tout à l'heure que le commerce de proximité avait peut-être raté une première fois le virage du digital. Là, l'idée, c'est pas simplement de rattraper son retard, c'est peut-être de se dire, bon, j'ai tellement de retard, comment je fais pour essayer d'anticiper sur la suite, et donc de reprendre tout de suite un wagon d'avance. Donc pourquoi pas réfléchir à la vidéo, c'est pas idiot. Néanmoins, et c'est le bémol, on l'a vu avec Denis tout à l'heure, être présent sur Internet, c'est beaucoup de travail, même quand on est accompagné par des plateformes comme eBay Shopping, parce qu'il faut d'abord réfléchir à ce que l'on veut y faire, il faut préparer ses contenus, faire des photos, faire des textes, etc. Faire de la vidéo,
C'est tout aussi compliqué, si ce n'est plus. En tout cas, ça nécessite du temps, parce qu'il faut une écriture pour la vidéo, même si on veut faire une vidéo de 30 secondes ou d'1 minute pour présenter un produit, présenter sa boutique, etc. Il y a de l'écriture, c'est pas forcément du jeu d'acteur, parce que c'est pas ce que l'on attend, mais c'est pas la même chose que de prendre une photo et faire un texte derrière. Donc attention, c'est aussi très chronophage. Mais je pense qu'effectivement, l'avenir, c'est la vidéo, parce qu'on a l'impression d'être vraiment chez le commerçant. Très bien, on arrive presque au bout du temps. On a encore le temps d'une dernière question. Je vous demande de répondre rapidement. C'est plutôt sur des questions autour de la mise en place de la plateforme et notamment est-ce que l'importance du rôle des collectivités locales ou d'avoir déjà un collectif peut-être de commerçants très motivés par la mise en place de cette plateforme. Enfin, quels sont les points clés pour mettre en place ce type d'outils? Alors, Village Shopping, quand on veut implanter en tout cas un Village Shopping sur un territoire, sur une nouvelle ville, on va d'abord commencer par aller voir la collectivité. On va aller voir la communauté de communes, on va aller voir l'agglomération, on va aller voir la mairie, on va aller voir l'association des commerçants pour présenter le projet et donc avoir un premier ressenti. Ensuite, la collectivité va avoir la possibilité de soutenir financièrement le déploiement de la plateforme pour lui donner déjà de la visibilité et faciliter l'accès pour les commerçants qui souhaiteraient y avoir une vitrine digitale. Et ensuite, on va engager un travail de prospection. On va aller à la rencontre de chacun des commerçants de la ville pour leur présenter l'outil Village Shopping, donc la vitrine digitale, la gestion des contenus, la communication sur les réseaux, et on va proposer d'adhérer à la solution. On lance une plateforme Village Shopping quand on a une dizaine de commerçants. Il faut déjà avoir un petit peu de matière pour pouvoir donner envie à l'internaute et surtout pouvoir commencer à se référencer correctement sur les réseaux. Et notre point de charge se situe autour de 15% de taux de pénétration. C'est-à-dire que sur une ville, si j'ai 500 commerces, eh bien, quand je vais en avoir 50-60, on estime, nous, chez Village Shopping, qu'on est légitime et que finalement, on représente bien le paysage commercial. Très bien. Moi, j'ai pas de retour d'expérience là-dessus, mais juste une conviction. Je pense que c'est un devoir d'intérêt public des collectivités locales évidemment de s'emparer de ce sujet, de le porter à bout de bras. La politique de la ville n'a pas toujours été en faveur du commerce de proximité, en vidant les centres-villes pour aller vers les périphéries. Je pense que là, il est grand temps de se saisir de ce sujet et d'aider notre commerce de proximité, non seulement à survivre face à la crise, mais surtout à prendre un nouvel élan, à se digitaliser peut-être, mais surtout à s'inscrire dans ce qu'est la relation commerciale que le consommateur d'aujourd'hui attend. Si tu me permets juste un complément, Cyril, effectivement, je pense que c'est un devoir des collectivités locales, et nous on le voit bien, on a des collectivités qui nous appellent pour connaître les conditions de déploiement et ainsi de suite. Attention à ne pas regarder que l'outil. Chez Village Shopping, on est convaincu que c'est pas l'outil qui est important, c'est le service qu'il y a derrière, c'est l'accompagnement, c'est la gestion des contenus, c'est la formation, c'est la montée en compétences. Tout à fait. Fournir un outil aux commerçants n'est pas la solution. C'est fournir un outil, mais surtout fournir du service. La notion de service, elle est primordiale. J'ai un exemple très concret que je prends souvent chez les commerçants. Quand, dans les années 2000, est arrivé l'ordinateur personnel et Paint et l'imprimante, j'avais la possibilité en tant que commerçant de faire mes flyers. En général, j'ai commencé par Paint et j'ai essayé de faire quelque chose qui était à peu près correct. Je l'ai imprimé, je l'ai découpé avec mes ciseaux et puis après, j'ai été le mettre dans les boîtes aux lettres. En général, le commerçant, il l'a fait 2 fois et après, il a arrêté, il est retourné voir son imprimeur. Le sujet est exactement le même aujourd'hui, sauf que le support a changé. Le support, il est digital et pour être pertinent, pour être efficace, pour avoir une présentation de qualité, il faut des photographes professionnels, il faut des webmasters, il faut des community managers. Et nous, on est convaincus chez Village Shopping qu'il faut amener l'outil, mais surtout amener le service. Très bien. C'est sur ces mots qu'on va conclure vos interventions. Merci beaucoup. C'était passionnant. Et à très bientôt. Bonne fin de journée. Et on se retrouve dans quelques instants pour la 3e session de la journée avec Guillaume Cromer autour d'une thématique sur le tourisme et le numérique. À très bientôt, messieurs. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Au revoir. Au revoir.